Bonsoir, chers confrères, chères consoeurs et les étudiants qui ont aussi eu la possibilité ce soir de participer à cette soirée de sensibilisation. Je suis le docteur Emmanuel Thierry et avec le docteur Janine Bruchier, nous sommes toutes les deux chirurgiens dentistes et élus URPS, des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette soirée de sensibilisation sur le bon usage des antibiotiques. Notre URPS est une association donc, à but non lucratif qui porte la voix de l'ensemble des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne. Et nous sommes un interlocuteur, je dirais, régulier par rapport à différentes instances, que qu'elles soient régionales, départementales, locales. Nous avons aussi régulièrement des réunions, l'ensemble des élus ont des réunions régulières avec l'Agence régionale de la santé, l'assurance maladie et différentes autres collectivités. Et donc, c'est pourquoi ce soir, nous avons toute notre place et effectivement pour pouvoir organiser et je veux dire, participer surtout à cette soirée autour de l'antibiorésistance, autour de l'usage des antibiotiques, parce que c'est un réel problème de santé publique. Donc, donc ça a été un vrai succès ce soir. Il y a eu une première réunion il y a déjà plus de fin 2022, je crois. Et donc, ça a été un vrai succès. Et donc là, aujourd'hui, on recommence ce format qui, je trouve, a été fort apprécié. Et merci déjà aux organisateurs de cette soirée. Donc, nous avons effectivement la participation et la contribution du docteur Julie Guillet-Thibault. Merci beaucoup. Donc, maître de conférence de la faculté d'odontologie de Lorraine à Nancy et chirurgien dentiste experte en stratégie de lutte contre l'antibiorésistance en odontologie pour ce soir. Et aussi le docteur Marion Balderou, excusez-moi, médecin infectiologue qui va nous présenter le Centre régional d'antibiothérapie. Et merci encore à toutes les deux sans elles, cette réunion, cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, merci beaucoup. Et donc, je laisse la parole au docteur Balderou. C'est ça, merci. Voilà, on est ravis de le CRATB, qui est le Centre régional en antibiothérapie Bretagne, d'avoir participé à l'élaboration de cette soirée qu'on pense aussi très importante. Le CRATB, c'est une structure qui existe depuis 2 ans et qui a été déployée dans toutes les régions de France. C'est une instruction qui est parue il y a 2 ans au niveau national et dont l'objectif est multiple. Il y a un objectif de formation sur le bon usage des antibiotiques. On a une visibilité par un site internet, donc vous pouvez trouver le site Antibiotiques Bretagne, qui est le site de référence pour cette structure, où on a des fichiers qui sont dédiés soit pour les médecins spécialistes, soit pour les médecins généralistes, puisqu'on est une équipe d'infectiologues, mais aussi qui travaillent aussi au CHU de Rennes, mais aussi avec un médecin généraliste qui est acteur dans le CRATB. Et on diffuse, voilà, par exemple, des informations aussi pour d'autres corps de métiers soignants, comme pour vous, pour cette soirée dentaire qu'on a diffusée sur le site. Et puis, on a aussi une action avec des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie qui se déploient un peu sur les différents centres hospitaliers bretons dans lesquels il y a des infectiologues, et pour essayer d'aller dans les hôpitaux plus périphériques dans lesquels il n'y a pas forcément d'infectiologues sur place. Donc voilà, je suis très contente d'être là ce soir, et merci beaucoup à Julie d'être présente. Et du coup, je vous laisse la parole. Donc, nous allons donc Merci effectivement beaucoup. avoir une petite présentation, enfin une grande présentation, pardon, du docteur Guillet, qui va donc nous faire un résumé sur les recommandations en vigueur. Et ensuite, nous aurons la chance de pouvoir participer de façon interactive à un quiz. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, effectivement, je suis le docteur Julie Guillet, je suis chirurgien dentiste comme vous et je suis maître de conférence en chirurgie orale à la fac de Nancy. Donc, j'exerce uniquement au CHU de Nancy, je suis temps plein. Je ne sais pas si je suis experte dans le domaine de l'antibiorésistance, mais en tout cas, je fais partie du CRATB Grand Est, donc qui est le pendant du CRATB Bretagne dont le docteur Balderou vient de parler.
Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur le bon usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance. Donc, j'espère ce soir vous faire partager un tout petit peu de mes connaissances sur le sujet pour vous aider en fait dans votre pratique quotidienne. Vous allez voir que finalement, c'est pas sorcier le bon usage des antibiotiques, mais c'est très important pour pouvoir lutter contre l'antibiorésistance. Alors, je vais tâcher de vous partager mon écran. On va faire une petite introduction sur l'état des lieux en France en termes d'antibiorésistance et de consommation d'antibiotiques. Euh, En 2021, et c'était encore le cas en 2022, on était le quatrième pays le plus consommateur d'antibiotiques en Europe. Et en fait, on observe une augmentation de la consommation antibiotique entre 2020 et 2022. Malheureusement, l'augmentation entre 2020 et 2021 s'est confirmée. Là, en 2023, on a analysé les données 2022. Alors, ça n'a pas atteint le niveau de 2019, qui, juste avant le Covid, en fait, était très élevé. Il s'est effondré au moment du Covid. Et puis après, c'est reparti à la hausse. Et malheureusement, depuis, ça n'arrête pas d'augmenter. Alors, l'antibiorésistance en France, c'est quand même 139 000 hospitalisations chaque année. Donc, c'est pas négligeable. Et surtout, c'est plus de 5 000 décès. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut considéré comme étant marginal en fait. Alors globalement, il y a quand même un point positif, c'est qu'on a une diminution de la consommation d'antibiotiques entre 2011 et 2021, mais malheureusement, ça a tendance à réaugmenter. Donc là, je viens de vous afficher la courbe de prescription des médecins généralistes en France. Donc c'est le nombre de prescriptions par les médecins généralistes pour 1000 habitants chaque année. Donc d'un point de vue global, voilà, on peut se dire qu'entre 2011 et 2020, on avait une baisse quand même significative des prescriptions et donc c'était très encourageant. Malheureusement, vous voyez qu'entre 2020 et 2021, ça remonte et les données publiées par Santé publique France là en 2023 sur l'année 2022 montrent que la tendance à la réaugmentation se confirme. Alors c'est pareil chez les médecins spécialistes. La descente avait été un peu moins impressionnante sur les 10 dernières années, mais enfin, elle était quand même présente. Et pareil, ça remonte. Mais globalement, on voit quand même une décroissance. La mauvaise nouvelle, c'est que chez nous, les dentistes, eh ben, la courbe, elle est inverse. C'est-à-dire que nous, on n'arrive pas à diminuer nos prescriptions antibiotiques. Et sur les 10 dernières années, en fait, on continue progressivement à augmenter en fait, notre nombre de prescriptions chaque année pour 1000 habitants. Alors, il y a probablement plein de raisons, hein, notamment le fait aussi que là, de plus en plus, on en est tous bien conscients, il y a une difficulté hein, d'accès aux soins, une difficulté, notamment dans certaines régions, à trouver un chirurgien dentiste traitant, entre guillemets, qui conduit à des consultations en urgence, peut-être aussi plus tardives, avec du coup des infections avérées qui nécessitent la prescription d'antibiotiques. Mais en tout cas, le fait est que on n'arrive pas à inverser cette courbe qui est pourtant en diminution chez les généralistes et chez les spécialistes. Alors, c'est pas comme la vaccination, par exemple, où il y a un espèce de gradient nord-sud. En France, les prescriptions antibiotiques par région montrent que bah, il y a deux régions qui font mieux. Je vous félicite. La Bretagne fait mieux que la plupart des autres régions de France. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait un peu mieux aussi que le reste des régions de France. Dans le Grand Est, somme toute, on n'est pas terrible. Et le pire revient au nord, au sud-est et à la Corse, où le taux de prescription pour 1000 habitants chaque année est plus élevé. Alors, en France, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 93% des prescriptions antibiotiques qui sont ambulatoires, c'est-à-dire que c'est prescrit par des praticiens en ville. Ce n'est pas des prescriptions qui émanent de l'hôpital. En 2022, les chirurgiens sont responsables de près de 15% des prescriptions antibiotiques. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça n'arrête pas d'augmenter. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, donc à l'époque, j'avais intégré AntibioEst, qui était l'ancêtre du CRATB actuellement existant dans le Grand Est. Donc c'était en 2016, si mes souvenirs sont bons. On était responsable, nous, chirurgiens dentistes, de seulement 8 à 10% de l'ensemble des prescriptions en France. Et en fait, on a quasiment doublé en moins de 10 ans. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose et qu'on se donne les moyens en fait d'inverser cette courbe. Surtout que il y a pas mal d'études
pas que françaises, hein, mais aussi internationales, qui montrent qu'il y a plus de 65% des prescriptions antibiotiques effectuées en cabinet dentaire qui sont cliniquement injustifiées. Alors, on a essayé de creuser un peu et de savoir quelles étaient les causes en fait de ces prescriptions injustifiées. Et en fait, dans à peu près tous les pays développés, c'est exactement les mêmes causes qu'on retrouve, que ça soit en Australie, aux États-Unis, en Angleterre ou en France. On a fait une étude en France assez récemment sur le sujet. Et en fait, les praticiens disent que c'est le manque de temps. Voilà, dans le décours d'une journée au cabinet dentaire, quand vous avez 15, 18, 20 patients, et ben, s'il y a une urgence qui arrive au milieu, c'est difficile de prendre le temps de traiter, de faire le geste étiologique, et donc on a tendance à faire plus facilement une prescription d'antibiotiques. Les praticiens disent aussi qu'ils ont une certaine pression en fait des patients, c'est-à-dire il y a des patients clairement qui viennent chercher leur ordonnance d'antibiotiques en étant persuadés qu'ils en ont besoin. Donc, on est un peu démunis face à ces patients-là. On a un peu de mal à trouver les mots pour leur expliquer que non, peut-être dans leur situation, c'est pas nécessaire, c'est pas justifié. Et puis, il y a un autre phénomène, mais alors qu'on trouve plutôt dans les pays anglo-saxons et pas encore trop chez nous, mais je crains que ça ne finisse par arriver, c'est la peur des avis négatifs en ligne. C'est une pratique qui est extrêmement répandue dans les pays anglo-saxons, et comme maintenant les gens commentent et jugent en fait leur dentiste comme le boulanger ou le resto du coin, voilà, les praticiens ont aussi peur, s'ils ne répondent pas aux attentes et aux demandes des patients, d'avoir des avis négatifs et de perdre une partie de leur patientèle. Donc, bon, ça pourrait aussi arriver chez nous. Dans ces études internationales qui montrent que les prescriptions en cabinet dentaire ne sont pas justifiées, il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en exergue, et notamment les erreurs sur le choix de la molécule ou sur la durée de traitement. Donc, pas assez longtemps, trop longtemps, pas la bonne posologie, etc. Bref, tout ça a pour conséquence de faire progresser l'antibiorésistance, et pas seulement dans les autres pays, mais aussi chez nous. Alors, pas de panique, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La bonne nouvelle, c'est que on a vraiment, dans notre profession, une prise de conscience qui est maintenant généralisée. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, globalement, ça n'intéressait personne. Quand j'essayais de parler d'antibiorésistance, même à mes collègues à la fac, c'était pas forcément un sujet qui les passionnait. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en a vraiment pris conscience, tout le monde a pris l'ampleur et enfin, la nécessité d'agir, donc l'ordre, hein, que ça soit au niveau local ou au niveau national, l'Association dentaire française, les URPS, hein, la preuve, puisque je suis devant vous ce soir grâce à l'URPS, le ministère de l'Éducation et de la Santé. Donc tout ça est plutôt positif. Il y a eu un gros travail de la conférence des doyens aussi pour essayer de travailler sur comment améliorer en fait la formation initiale. Et puis, il y a, je vous ai affiché ça, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en bas à droite, je vous ai affiché le socle commun de compétences et de connaissances minimales en prévention des infections et de l'antibiorésistance. C'est quelque chose qui a été mis au point l'an dernier par des infectiologues de la SPILF, par des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, etc. Tout le monde a travaillé ensemble pour pouvoir construire ce socle commun. C'est un PDF, hein, il est accessible en ligne, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, qui donne en fait les bases minimales à avoir pour être un professionnel de santé, on va dire, conscient du bon usage des antibiotiques et de la lutte contre l'antibiorésistance. Donc les objectifs de tous les acteurs sont communs, hein, c'est améliorer la formation initiale, cibler la formation continue, mieux prévenir les infections, parce que de toute façon, l'objectif final, c'est de ne pas avoir besoin de les traiter, les infections. Donc si on arrive à mieux prévenir les infections, et dans notre domaine, en tout cas particulièrement les infections associées aux soins, eh ben, ça nous évitera d'avoir des accidents infectieux et donc d'avoir à prescrire des antibiotiques. Il faut aussi qu'on diminue notre volume de prescription, ça c'est une évidence. On ne peut pas continuer à avoir 2 tiers de nos prescriptions qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas nécessaires. Et puis il faut aussi, quand on prescrit et que c'est nécessaire, qu'on prescrive mieux, c'est-à-dire qu'on ne se trompe pas dans la durée de traitement, qu'on ne se trompe pas dans la dose, qu'on ne se trompe pas dans la molécule. Alors pour ça, on a essayé avec d'autres collègues de mettre en place en fait des profils de prescription, enfin des actions en fait qui permettent d'améliorer le bon usage des antibiotiques chez les chirurgiens dentistes.
Et donc, un des plus gros travaux sur lesquels j'ai travaillé là ces dernières années, donc on a commencé en 2019 à travailler là-dessus. On a décidé en fait de mettre au point des profils de prescription. L'idée m'est venue au départ en calquant un peu ce qui existe chez les médecins généralistes, alors qui eux peuvent bénéficier d'une ROSP, hein, donc d'une espèce de récompense, si vous voulez, quand ils prescrivent bien. Et je me suis dit, ben, c'est dommage parce que nous, en fait, personne n'analyse nos prescriptions à nous, chirurgiens-dentistes. Et je pense qu'en fait, les dentistes, ils savent pas ce qu'ils font de mal et ils savent pas s'ils font bien ou s'ils font pas bien. Donc, avec des gens de l'Université de Lorraine, avec le professeur Céline Pulsini, qui est infectiologue et qui a été chef de la mission interministérielle déléguée à l'antibiorésistance là, pendant plusieurs années. On a travaillé sur l'édition de ces profils de prescription. Et donc, si certains d'entre vous ne les ont pas encore reçus, ça va venir, je vais vous expliquer. En fait, ces profils, ils résument vos prescriptions sur une année. Donc, ils vont vous présenter plusieurs choses. D'abord, votre volume de prescription. Et puis, on a mis au point en fait, des indicateurs pour estimer la pertinence de vos prescriptions. Alors, c'est pas, on a fait ça en partenariat avec l'assurance maladie, bien sûr, hein. C'est grâce à l'assurance maladie qu'on a pu accéder aux données et éditer en fait ces profils de prescription qui, bien sûr, sont comment dire, confidentiels, hein. C'est pas diffusé, il n'y a que vous qui le recevez, bien évidemment. Et en fait, on a mis au point ces profils donc en 2019-2020 et on a fait le premier envoi au printemps 2021. On avait été un peu freiné par le Covid pour ne rien vous cacher parce que c'était compliqué. En 2020, en fait, l'année était blanche, hein. Les cabinets dentaires ont été fermés pendant plusieurs mois, donc on ne pouvait pas se baser sur cette année-là. Donc on a attendu la fin de l'année, on a réfléchi et finalement on a utilisé les données de prescription de 2019 et on a envoyé les profils à tous les chirurgiens dentistes omnipraticiens, j'insiste sur le fait qu'ils soient omnipraticiens, et libéraux, parce que quand c'est hospitalier, c'est parfois difficile de remonter en fait à la personne qui prescrit. Et on a envoyé ces profils au printemps 2021. Contre toute attente, ça a été très bien accueilli. Moi, j'avoue que j'avais un peu peur que les chirurgiens dentistes prennent ça un peu comme de l'inquisition, en fait, qu'on aille voir dans leur prescription, mais pas du tout. Finalement, ils ont été très contents d'avoir une idée de la façon dont ils prescrivaient des antibiotiques. Dans le Grand Est, les chirurgiens dentistes conseils sont allés rencontrer les prescripteurs les plus atypiques, entre guillemets, donc ceux qui avaient des profils avec des indicateurs qui sortaient vraiment des clous. Et donc, sur les 3200 chirurgiens dentistes du Grand Est, globalement, il y a entre 4 et 500 chirurgiens dentistes qui ont été visités par les chirurgiens dentistes conseils. Et là, pareil, ça s'est hyper bien passé. Ils ont été très bien accueillis. Donc, j'espère que ça sera le cas chez vous parce que c'est en cours de déploiement par la Caisse nationale d'assurance maladie sur tout le territoire. Ah, pourquoi j'arrive plus à avancer? C'est quand même ennuyeux. Bon, bah, ça a l'air de marcher. Donc ça, c'est un exemple de profil. C'est même pas un profil anonyme, c'est un profil vierge. Donc quand vous allez le recevoir, il va ressembler à ça. Vous allez avoir en haut le pourcentage de vos patients qui ont eu une prescription d'antibiotiques. Et puis vous allez avoir la molécule que vous prescrivez le plus. À droite, dans le petit encadré bleu, vous avez votre top 6. Donc vous verrez l'antibiotique qui arrive en premier, en deuxième, etc. Enfin, les 6 que vous prescrivez le plus souvent. Et puis, ensuite, en violet, en bleu turquoise et en bleu foncé, vous avez les 3 indicateurs qu'on a créés. Donc, ça a été créé et validé par des experts, hein. On a publié dans des revues internationales ces indicateurs. Donc, c'est un outil voilà, qui est utilisable et transposable. Et en fait, l'objectif du premier indicateur, c'est d'avoir une prescription de pénicilline, enfin d'amoxicilline seule, 10 fois supérieure à la prescription d'amoxicilline acide clavulanique, c'est-à-dire d'augmentin. L'indicateur 2, ça concerne les prescriptions d'antibiotiques qui sont peu recommandées en odontologie, donc notamment la fameuse association spiramycine-métronidazole, hein, que vous connaissez tous sous le nom de birodogil ou bimicillor. La pristinamycine, la doxycycline, donc qui sont des antibiotiques qui sont recommandés, qu'on peut utiliser chez nous, mais dont les indications sont extrêmement restreintes. Et donc, en théorie, on devrait avoir une cible inférieure à 5%. Vous devriez prescrire moins de 5% de ces antibiotiques peu recommandés. Et le troisième indicateur,
il concerne les antibiotiques qui ne sont pas recommandés en fait en odontologie par l'ANSM, d'après les recommandations de 2011. Et donc là, l'objectif à atteindre, c'est que ces prescriptions-là représentent moins de 1% de l'ensemble de vos prescriptions. Donc ça, c'est le recto en fait du profil. Et puis au dos, on a remis un petit mot en fait sur chaque indicateur. Et puis surtout en gris, vous avez un bref résumé des recommandations avec notamment les antibiotiques qui sont indiqués et qu'on utilise le plus fréquemment dans notre sphère. Alors, on est assez content parce que j'en profite un peu, je fais de la pub, je vous présente les résultats de l'action dans le Grand Est. En fait, on a analysé du coup l'an dernier les prescriptions d'antibiotiques par les chirurgiens dentistes du Grand Est comparées aux prescriptions d'antibiotiques du reste enfin, par les chirurgiens dentistes sur le reste du territoire. Et en fait, la courbe que vous avez en violet, c'est la courbe du Grand Est, et la courbe que vous avez en bleu, c'est la courbe de ailleurs en France. Ce graphe, il représente l'indicateur 1, donc celui dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire que le ratio amoxicilline sur amoxicilline acide clavulanique doit être de 10 prescriptions d'amoxicilline pour une seule prescription d'amoxiclave, donc on devrait être à 10. Bon, bah, clairement, on n'y est pas. Mais vous voyez, la courbe bleue, elle n'a pas changé, hein. En France, ça reste globalement stable. Et en fait, à partir du moment où en 2019, on a envoyé les profils de prescription aux chirurgiens dentistes, et ben regardez, la courbe, clairement, elle a augmenté. Alors, on s'approche du 7, donc on est encore loin du 10 espéré. Mais en tout cas, ça prouve que ça fonctionne. Et je vous affiche, pareil, le comparatif sur l'indicateur 2, donc celui qui cible les prescriptions en fait, d'antibiotiques peu recommandées dans notre sphère. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a tendance à diminuer un petit peu partout. On est encore loin des 5%, mais à partir du moment où le profil a été envoyé en 2019, on voit très bien. Ah, ma flèche est partie, mais c'est pas grave. On voit très bien, si vous regardez sur la courbe, les profils de l'année 2019, ils ont été envoyés en juin 2021. Et bien, pile à partir de là, les prescripteurs ont commencé à faire attention et ça a continué, enfin, ça a commencé à baisser et la baisse, pour l'instant, a l'air de se confirmer. On n'a pas encore les résultats sur l'année 2022, on les aura qu'en mars. Donc, bon, c'est pas grave, je reviendrai diffuser les résultats auprès des CRATB un petit peu plus tard. Alors, notre responsabilité dans cette histoire, c'est que pour bien prescrire, bah, bien sûr, il faut bien appliquer les recommandations, mais il faut aussi être très conscient de ce qu'on fait. Donc déjà, il faut connaître les micro-organismes qui génèrent des infections dans notre sphère. Alors vous allez me dire, c'est un peu compliqué parce que tout peut générer une infection dans notre sphère. Vous le savez, la cavité orale, c'est le milieu le plus septique, entre guillemets, du corps humain. C'est l'endroit où on retrouve le plus de micro-organismes. Et en fait, la plupart, c'est des bactéries saprophytes et qui vivent là en bonne entente avec d'autres micro-organismes. Et globalement, tant qu'il y a un équilibre, en fait, tout se passe bien. Pour avoir fait deux, trois petites études rétrospectives sur les cellulites d'origine dentaire, hein, qui sont nos vrais gros accidents infectieux. La plupart du temps, en fait, c'est pas des germes extraordinaires hein, qui sont responsables de ces cellulites. C'est tout simplement des germes de la flore commensale qui, à un moment, ont colonisé un site infectieux et puis qui se sont multipliés tellement en nombre qu'elles ont complètement pris le dessus et que l'infection a pris des proportions très importantes. Mais ça ne va pas chercher midi à 14 heures, ce n'est pas des bactéries extraordinaires et ce n'est pas des bactéries nouvelles, entre guillemets, qu'on ne retrouve que dans les cellulites et qu'on ne retrouve pas dans la flore commensale buccale. Il faut aussi garder à l'esprit qu'une réaction inflammatoire peut avoir une origine infectieuse ou non infectieuse. Typiquement, une sinusite virale, un œdème post-extraction, ça crée une réaction inflammatoire avec un œdème qui peut être impressionnant. On peut avoir un érythème, hein, une rougeur, etc., y compris quand on a une sinusite. Et en fait, ça ne nécessite pas un traitement antibiotique parce que l'origine de cette sinusite, dans 90% des cas, elle est virale. Pareil, un œdème post-extractionnel, c'est normal, c'est juste la réaction inflammatoire. Et c'est pas parce que c'est un peu rouge, un peu chaud et un peu gonflé qu'il faut se dire que c'est infecté et qu'il faut mettre en route un traitement antibiotique. Donc, bien sûr, il faut maîtriser les recommandations. Et en fait, si on a un doute sur un phénomène infectieux, eh ben, le gros défaut, je pense qu'on a, c'est de prescrire en cas de doute. On se dit, ah, j'ai quand même un doute, je me demande si c'est pas en train de s'infecter, alors du coup, je vais lui mettre des antibiotiques, comme ça, je suis tranquille. Mais en fait, on a tort. Il faut qu'on garde à l'esprit que tant qu'on n'a pas une infection grave avérée,
en tout cas qu'il n'y a pas de signe de gravité, il n'y a aucune urgence à mettre en place un traitement antibiotique. Moi, j'ai toujours entendu les pédiatres dire pour les otites des enfants qu'on avait 24-48 heures pour mettre en route les antibiotiques. Bon, bah, une otite, ça peut être plus grave, en tout cas chez un enfant, qu'une bête alvéolite suppurée, si vous voulez, chez un adulte, après une extraction. Donc, en fait, il faut vraiment essayer de se dire, ben, là, j'ai un doute, je ne sais pas trop, ben, le patient, je le revois demain ou je le revois dans 48 heures. Et puis, ben, soit ça sera rentré dans l'ordre et la douleur, elle était juste inflammatoire. Et si effectivement, il y a des signes de gravité qui apparaissent ou s'il y a du pus qui apparaît, bon, ben là, on le sait. Et effectivement, ça nécessite la mise en place d'un traitement antibiotique. L'autre chose, c'est qu'il faut toujours savoir réévaluer sa prescription. En milieu hospitalier, maintenant, quand on a un patient qui est hospitalisé à qui on prescrit des antibiotiques, nos logiciels ne nous permettent plus de prescrire une semaine d'antibiotiques. En fait, on peut prescrire pour 48-72 heures maximum et après, on nous oblige à réévaluer notre prescription. C'est-à-dire que ça nous oblige à vérifier si notre prescription elle est utile, si elle fonctionne, si on n'a pas besoin de changer d'antibiotique, peut-être d'en rajouter un deuxième, ou peut-être tout simplement d'arrêter le traitement si en fait, ce n'était pas quelque chose d'infectieux. Donc ça ne doit pas arriver en fait qu'en milieu hospitalier et c'est des choses qu'on doit prendre l'habitude de faire aussi au cabinet. Alors je sais que c'est pas forcément facile de revoir les gens, mais on peut aussi leur passer un petit coup de fil. Le matin en arrivant au cabinet, ça prend 1 minute 30. Le patient est très content en plus qu'on s'intéresse à lui et qu'on lui passe un petit coup de fil et on lui demande comment ça va, si c'est mieux, si ça gonfle pas, s'il n'a pas de fièvre, s'il n'a pas de trismus, s'il n'a pas de douleur ou de difficulté à la déglutition, etc. C'est ça les signes qui doivent vous dire ah bah mince, si c'est infectieux, il faut impérativement que je le revoie aujourd'hui en urgence et que je mette en route le traitement antibiotique. Ou alors, si le patient va mieux, ben, tant mieux, c'est qu'en fait, c'était juste inflammatoire et qu'il n'y avait pas besoin de mettre en place le traitement antibiotique. J'arrive plus avec mes flèches. C'est pas grave, on va faire autrement. Alors, les recommandations actuelles, j'en suis consciente, elles datent un peu. C'est les recommandations qui avaient été éditées par l'AFSAPS en 2011 et qui sont disponibles aujourd'hui sur le site de la NSM. Sachez qu'aujourd'hui, il y a une saisine de la HAS pour une mise à jour de ces recommandations. Donc, bon, le travail commence seulement, ça sortira pas en 2024, c'est certain. J'espère que ça sortira peut-être voilà, mi-2025 ou fin 2025, mais en tout cas, c'est prévu, la révision de ces recommandations. Ce qui va probablement pas changer, c'est la façon dont on va classer les patients en fait, pour décider dans quelle catégorie ils sont et si oui ou non ils sont plus à risque infectieux en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Donc, il faut retenir en fait ce qui est marqué dans les recommandations de 2011, c'est que vous avez d'un côté la population générale, donc les gens comme, on va dire 80% ou 90% de la population, des gens qui n'ont pas de gros antécédents ou en tout cas qui n'ont pas de risque infectieux majoré. Ensuite, il y a les patients qui sont catégorisés dans les patients immunodéprimés, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans les recommandations de 2011. Donc, c'est des patients qui sont à risque infectieux majoré, soit parce qu'ils ont une pathologie qui font qu'ils ont des défenses immunitaires qui sont moins efficaces, typiquement les patients qui sont atteints du virus de l'immunodéficience humaine. Mais il y a aussi des patients qui peuvent être traités par des biothérapies, par des immunothérapies, par des chimiothérapies, etc., qui vont altérer en fait leur défense immunitaire et qui vont être plus à risque de faire des épisodes infectieux. Et puis, il y a une dernière catégorie de patients. Ceux-là, vous les connaissez normalement tous. C'est les patients qui sont à haut risque d'endocardite infectieuse. Et là, je ne m'étalerai pas en fait sur les recommandations actuelles de prise en charge des patients à haut risque d'endocardite infectieuse pour la simple et bonne raison que la HAS avait également été saisie pour sortir de nouvelles recommandations pour la prise en charge spécifique de ces patients-là. Et normalement, ça devrait sortir, en théorie, mi-mars ou fin mars. Si ça a un peu de retard, ça sera le mois suivant, mais bon, c'est incessamment sous peu. Donc, en fait, une fois que vous avez catégorisé votre patient, vous vous dites, bon, ben, OK, en fonction de la catégorie où il est-ce que je dois lui mettre des antibiotiques en fonction de l'acte que je vais lui prodiguer ou est-ce que je n'en ai pas besoin? Alors, l'autre chose qu'il faut impérativement bien différencier, et ça, j'ai l'impression, en tout cas, quand je fais cours aux étudiants, que c'est un message qui est difficile à faire passer. Pourtant, ça va peut-être vous paraître bête comme ça, mais bon, je préfère enfoncer des portes ouvertes plutôt que de ne pas dire ce qui me paraît essentiel. C'est bien faire la différence entre une antibiothérapie ou une antibioprophylaxie. En fait, l'antibiothérapie, elle ne traite qu'une infection avérée, diagnostiquée, présente. Un patient qui a une cellulite, un patient qui a du pus qui coule, effectivement, il y a une infection et en général,
ça nécessite, surtout si l'infection est aiguë, ça nécessite une prescription antibiotique. Bien évidemment, cette prescription antibiotique, elle ne se substitue pas au geste thérapeutique. Et même idéalement, le geste thérapeutique, il doit intervenir en amont de la prescription antibiotique. C'est-à-dire, vous recevez le patient en urgence au cabinet, d'abord vous faites le geste et ensuite il repart avec sa prescription d'antibiotiques. Donc ça, c'est pour l'antibiothérapie. Ensuite, on a tous les cas d'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie, comme son nom l'indique, c'est pour prévenir une infection. Alors, en général, en odontologie, on met en place une antibioprophylaxie par une dose unique d'antibiotiques 1 heure avant le geste opératoire. Globalement, dans les recommandations de 2011, c'est très bien classifié les gestes qui nécessitent une antibioprophylaxie. Donc, vous pouvez vous référer à ces recommandations qui sont facilement accessibles en PDF sur le site de l'ANSM. Le problème, c'est les quelques exceptions de prophylaxie plus longues qui, dans pas mal de bouquins, en plus, ont été qualifiées d'antibiothérapie de couverture. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose et du coup, ça a un peu mélangé les pinceaux de pas mal d'étudiants qui aujourd'hui sont installés et qui du coup sont encore un peu perdus avec cette recommandation. En fait, parfois, la prophylaxie, elle ne va pas servir à juste couvrir la bactériémie pendant le geste clinique. Typiquement, quand on a un patient qui a risque d'endocardite infectieuse, ce qu'on veut couvrir, c'est la bactériémie, c'est-à-dire le passage de bactéries de la cavité orale vers la circulation sanguine, qui pourrait amener ces bactéries jusqu'aux valves cardiaques du cœur du patient. On sait très bien, il y a plein d'études qui ont été faites, que quand on met en place une antibioprophylaxie à peu près 1 heure avant le geste, ça marche très bien sur la bactériémie. Alors, si on choisit bien le bon antibiotique adapté à sa spécialité, etc. Mais globalement, chez nous, c'est l'amoxicilline. Donc, si vous mettez bien 1 heure avant 2 grammes d'amoxicilline, votre patient, il a une bactériémie qui est considérablement diminuée au moment du geste opératoire. Donc, par exemple, si vous faites un détartrage chez un patient à risque d'endocardite, si vous faites des extractions, enfin bref. Donc, ça va empêcher, ou en tout cas fortement limiter, le passage de bactéries dans le sang et donc la possibilité de greffe bactérienne sur l'endocarde du patient. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la bactériémie qu'on va chercher à couvrir quand nous, on fait une antibioprophylaxie. Un exemple typique, c'est quand on fait une extraction et qu'on se retrouve avec une communication bucco-sinusienne. Bon, il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection, mais par contre, il y a un trou. Et ce trou permet aux bactéries de la cavité orale d'aller coloniser le sinus maxillaire. Donc, pour empêcher la colonisation bactérienne, ou en tout cas éviter la surinfection du sinus en cas de colonisation bactérienne, la recommandation dit qu'on met des antibiotiques. C'est toujours à base d'amoxicilline. Les ORL disent amoxicilline acide clavulanique, donc augmentin. Donc on peut mettre de l'augmentin pendant le temps de cicatrisation muqueuse, c'est-à-dire le temps que la muqueuse du sinus cicatrise et qu'on n'ait plus de passage de bactéries de la bouche vers le sinus. Donc en moyenne, c'est quoi? 5-7 jours. C'est pas la peine de mettre 10 jours, 15 jours d'augmentin parce que vous avez eu une communication bucco-sinusienne. Et c'est pas la peine d'attendre la fermeture, la cicatrisation muqueuse parfaite en bouche. En fait, l'important, c'est d'avoir une épithélialisation complète de l'alvéole pour éviter que les bactéries puissent passer. Mais une fois qu'on a une muqueuse qui est cicatrisée, qui est étanche, c'est pas la peine de prolonger les antibiotiques. Donc ça reste une antibioprophylaxie, mais effectivement, c'est pas une dose unique avant le geste. Mais quand on réfléchit bien, on n'en a pas beaucoup en fait des indications de prophylaxie prolongée. On a chez les patients qui ont eu de la radiothérapie cervico-faciale, hein, bien sûr, je parle pas d'ailleurs. Les patients, donc ces patients-là qui ont fait des extractions, on a ces cas de communication bucco-sinusienne, et puis certains patients qui prennent des médicaments immunosuppresseurs qui peuvent considérablement retarder la cicatrisation et laisser l'os s'exposer dans la cavité orale. Voilà, où là, on a un risque infectieux qui est majoré. Mais globalement, c'est à peu près les seules indications qui viennent en tête comme ça, de façon évidente. Alors, là, vous allez pouvoir aller normalement sur le WooClap et voter. Est-ce que ça marche déjà? Est-ce que vous J'ai voyez le cas clinique? j'ai remis dans le chat le lien vers le WooClap. Ouais.
Ah, je Est-ce vois que tout qu'il y le a monde a ça se le connecte lien? 33, 34. Je vais attendre un tout petit peu que les gens puissent se connecter. « 41. Ça continue à monter. J'attends encore un tout petit peu. Bon, je vais brièvement du coup vous exposer le cas clinique. Donc, c'est Monsieur X, il a 43 ans. Il présente une cellulite génienne haute droite d'origine dentaire, hein. La dent causale, c'est la 12. Elle est fracturée, elle est non conservable. Il présente un œdème de l'hémiphase gauche, comme vous pouvez le voir, avec un érythème orbitaire homolatéral qui est modéré, mais qui est quand même présent. Il n'a pas de fièvre. La cellulite, elle est apparue dans la nuit et il s'est présenté aux urgences dentaires le matin même. Et il n'a pas pris de traitement, hormis 1 gramme de paracétamol parce que quand même il avait mal. Donc selon vous, quelle est la conduite à tenir? Alors, je vais vous afficher les propositions. J'espère que ça va fonctionner. Non, c'est pas la bonne diapo. Euh, Bon. Ah, si ça vote. Alors, donc vous placez le patient sous antibiotique et vous lui donnez un rendez-vous à 3 jours. Vous placez le patient sous anti-inflammatoire et vous lui donnez un rendez-vous à 3 jours. Vous extrayez la dent immédiatement et vous placez le patient sous antibiotique. Vous extrayez la dent immédiatement et vous ne prescrivez pas d'antibiotique. Alors, sur les 48 qui se sont connectés au WooClap, il y en a pour l'instant 34 qui ont voté, donc j'attends encore un petit peu avant de vous donner la réponse. 36. Allez, 37. 38. Bon, allez, je vous donne la réponse. Ah. Donc, la réponse correcte, ou en tout cas la plus correcte, c'est d'extraire immédiatement la dent et de placer le patient sous antibiotique. Alors, vous placez le patient sous antibiotique et lui donnez un rendez-vous à 3 jours. C'est pas une faute, on va dire. Mais dans l'idéal, si le patient il n'a pas un trismus, en plus, ça c'est une dent antérieure, donc globalement, il y a un accès qui est facile. Si vous pouvez accéder à la dent causale et la traiter, alors là, en l'occurrence, c'était l'extraire, mais dans d'autres cas, ça peut être une trépanation hein, sur une dent nécrosée, etc. C'est toujours le geste étiologique qui doit primer. Donc, dès lors que c'est réalisable, vous faites d'abord le geste étiologique et ensuite vous le mettez sous antibiotique. Si vraiment c'est pas accessible parce que la dent causale de la cellulite c'est une 48 et que le patient il a un trismus avec une limitation d'ouverture buccale à 1 doigt, c'est sûr que ça va être compliqué d'aller lui extraire sa dent. Par contre, c'est potentiellement possible d'inciser dans le vestibule en écartant la joue, hein, si la cellulite elle est collectée, pour drainer. Ça va soulager le patient et ça va limiter en fait aussi le risque de dissémination bactérienne. Donc ça, c'est très important. Vous placez le patient sous anti-inflammatoire et lui donnez un rendez-vous à 3 jours. Alors, depuis que je fréquente les infectiologues, moi, je les entends toujours dire qu'on ne doit jamais avoir anti-inflammatoire et antibiotiques sur la même ordonnance. Enfin, je parle bien des AINS, hein, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Peut-être que le docteur Balderou pourra nous en dire un mot tout à l'heure, mais clairement, quand vous êtes en présence d'un Je phénomène confirme. infectieux, vous évitez de prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ensuite, la proposition 3, donc c'était la bonne. Vous extrayez la dent, vous placez le patient sous antibiotique. Et alors, pourquoi la proposition 4, elle est fausse? Vous extrayez la dent immédiatement et vous ne placez pas le patient sous antibiotique. Parce que le patient, il a quand même une infection grave, une cellulite de la face, c'est grave. Ça peut diffuser. Ça peut diffuser au niveau méningé, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui ne peut se traiter que par un geste étiologique. Là, quoi qu'il arrive, cellulite, vous ne réfléchissez pas. Bien évidemment, il faut traiter la cause
pour empêcher en fait l'aggravation de la situation, et même encore parfois ça ne suffit pas, mais en tout cas, même si on a traité la cause, ça ne dispense pas d'une semaine d'antibiothérapie pour venir à bout de l'infection. Alors, toujours sur le même cas clinique, quel antibiotique allez-vous prescrire en première intention? À vous de voter. Allez, 34 sur 50, 36, 37. Ça monte, 39, 40. Allez. La bonne réponse, c'est l'amoxicilline seule. Donc, c'est effectivement ce qui est recommandé hein, dans les recommandations ANSM. Et là, le patient, il n'a pas de signe de gravité. Il n'a pas de signe de gravité. Effectivement, il a cette cellulite avec un érythème. Il arrive quand même à ouvrir l'œil. Il n'a pas de trouble de la déglutition. Il n'a pas de fièvre. Il n'a pas de trismus. Comme vous arrivez en plus dans le même temps à extraire la dent causale, a priori, l'amoxicilline seule, alors faut pas sous-doser, hein, c'est 3 grammes par 24 heures, donc 1 gramme matin, midi et soir. Mais en tout cas, l'amoxicilline seule doit suffire. Alors, l'association spiramycine-métronidazole, je soupçonne celui qui a voté ça de me provoquer, vu que dans les profils de prescription juste avant, on a dit que c'est un antibiotique peu recommandé. En fait, globalement, l'antibiotique recommandé en première intention en odontologie, c'est l'amoxicilline. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que, à part quelques cas un peu exceptionnels de patients avec des signes de gravité, etc., on ne prescrit jamais une association antibiotique en première intention. Donc, comme le spiramycine métronidazole, c'est une association antibiotique, celui-là, vous l'oubliez en première intention. Ensuite, ben, ceux qui ont placé le patient sous augmentin, donc sous association amoxicilline acide clavulanique, c'est pas totalement faux, c'est pas déraisonnable non plus. C'est un patient qui a une cellulite. Maintenant, on peut essayer, compte tenu du fait que l'augmentin, c'est un antibiotique qui est très générateur de résistance. À partir du moment où votre patient n'a pas de signe de gravité, on peut essayer de le garder pour une seconde intention. Donc, vous mettez l'amoxicilline, vous réévaluez à 48 heures. Si effectivement le patient réagit bien, que ça dégonfle, que l'érythème diminue, etc., vous gardez l'amoxicilline. En revanche, si ça n'évolue pas bien, c'est-à-dire qu'il est toujours aussi gonflé, voire qu'il gonfle encore davantage malgré l'extraction de la dent, que la douleur est toujours aussi prégnante, etc. Dans ce cas, vous pouvez switcher et passer de l'amoxicilline seule à l'association amoxicilline acide clavulanique. Bon, personne n'avait mis piostacine, donc c'est très bien. Et vous êtes quand même 80% à avoir bien répondu, donc je vous félicite. Donc, il faut bien sûr maîtriser nos prescriptions, hein, c'est ce qu'on rabâche depuis le début de cette soirée. Il faut choisir le bon antibiotique, typiquement comme dans ce cas clinique. Donc, vous êtes 80% à avoir choisi le bon, ça veut dire que vous êtes quand même des bons prescripteurs. Et il faut bien sûr bien connaître la posologie. Il faut adapter la dose en fonction du poids, en fonction d'éventuelles comorbidités comme une insuffisance rénale, etc. Je vous rappelle que l'amoxicilline a une excrétion rénale, donc chez les patients qui sont insuffisants rénaux, quand on met une semaine d'amoxicilline, eh ben, ça peut avoir des conséquences importantes. On peut avoir une accumulation en fait, d'amoxicilline. Donc dans ce cas, il va falloir réfléchir et changer d'antibiotique. C'est pour ça que c'est important de bien connaître les antécédents de son patient. Il faut aussi, ça c'est notre travail, après tout c'est nous qui le prescrivons, donc c'est à nous de motiver le patient à la bonne observance du traitement. Ce qui génère des résistances aussi, c'est le fait que parfois les patients ne vont pas au bout du traitement. En fait, au bout de 48 heures, ils ont un amendement en fait des symptômes, donc ils se disent c'est bon, j'arrête. Donc ils ont bien saupoudré en fait les bactéries avec des antibiotiques et c'est de cette façon-là que les bactéries vont être capables aussi de développer des mécanismes de résistance parce que ça a juste diminué le nombre de bactéries, mais ça ne les a pas toutes éliminées. Donc bien évidemment, c'est comme ça qu'elles vont aussi apprendre à se défendre, un peu comme un effet vaccin, si vous voulez. Donc pour aider son patient à bien l'observer, il faut lui donner des conseils de prise, hein, typiquement l'amoxicilline ou l'augmentin de surcroît, ça peut donner des troubles intestinaux surtout, donc il faut
bien expliquer aux patients que c'est important de le prendre pendant les repas, de ne pas hésiter à manger des yaourts au bifidus pendant la durée du traitement pour limiter l'impact sur la flore bactérienne, intestinale, etc., etc. Et puis, bien sûr, bien consigner les éléments de prescription dans le dossier médical. On ne sait jamais s'il y a malheureusement un accident infectieux qui tourne mal, etc. Et que un jour, un de vos dossiers est amené à être expertisé. C'est sûr que il vous sera toujours reproché de ne pas avoir bien consigné dans le dossier ce qui a été prescrit, à quelle dose, pour combien de temps, etc., etc. Alors, on va passer à un deuxième petit cas clinique. Alors, il faut juste que je retrouve ma souris. Elle est là. Donc, je vous présente Romain. Romain, il a 5 ans, il n'a pas d'antécédents médicaux chirurgicaux, mais il est tombé en trottinette en rentrant de l'école. Et donc, il vient en urgence à 17h30. Les dents 51, 52, 53, elles ont été expulsées, mais elles n'ont pas été retrouvées. Sur le cliché rétroalvéolaire, on voit qu'il y a une petite fracture de l'os alvéolaire. Pas grand-chose, mais on voit qu'il y a un petit morceau d'os là qui se promène. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que... Alors, j'ai un problème, j'ai dû louper une question. Alors, c'est les aléas du direct. Normalement, vous êtes censé avoir des questions là-dessus, mais pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. Est-ce que vous placez Romain sous antibiotique pendant 7 jours avant le geste technique? Est-ce que vous le prenez en charge immédiatement sous anesthésie locale pour un parage chirurgical avec un nettoyage antiseptique? Est-ce que vous prescrivez à Romain des antidouleurs et des bains de bouche antiseptiques sans geste technique? Ou est-ce que vous adressez Romain en chirurgie maxillofaciale? Allez-y, je vous laisse voter. Allez, 35 sur 53, il y en a 20 quasiment qui n'ont pas répondu. C'est anonyme, hein, je vous rassure, je ne sais pas qui vote. Je n'ai pas vos noms. 37, 38, allez, encore un petit effort. Bon, il y a des timides. Alors, à 87%, vous répondez que Romain est pris en charge immédiatement sous anesthésie locale avec un parage chirurgical. Et c'est la bonne réponse. Pourquoi? Ben, on ne va pas placer Romain sous antibiotiques avant de faire quoi que ce soit à ce pauvre garçon. Clairement, il faut aller nettoyer. Il faut faire une anesthésie locale. Il faut faire une détertion de la plaie, retirer le petit morceau d'os qui est fracturé. Et bien évidemment, il n'est pas question de lui prescrire, enfin de l'envoyer en chirurgie maxillofaciale, ni de lui prescrire des antibiotiques avant de faire quoi que ce soit. Et zut, j'ai enlevé le truc. Euh, Bien évidemment, il n'est pas question non plus de lui faire juste euh, un petit rinçage antiseptique et puis une prescription de bain de bouche à la maison sans faire de gestes techniques. On a dit qu'il y a un petit morceau d'os alvéolaire qui est fracturé. Il faut le retirer parce que ça, sinon, ça risque de s'infecter. Alors, concernant la prescription, est-ce que vous placez Romain sous amoxicilline, donc à la dose de 50 mg kg pendant 7 jours après le geste? Est-ce que vous placez Romain sous amoxicilline 30 mg kg pendant 7 jours après le geste? Est-ce que vous le placez sous augmentin pendant 7 jours après le geste? Ou est-ce que Romain bénéficie du geste technique sans prescription d'antibiotiques en post-op? Allez-y, ça vote, ça vote. Allez, fin du suspense. Ah non, ça vote encore. 39.
Alors, la bonne réponse, c'est que Romain est placé sous amoxicilline pendant 7 jours après le geste à la dose de 50 mg kg jour. Ça pourrait presque se discuter. Si on respecte la recommandation, c'est la fracture alvéolaire, c'est la fracture osseuse qui va impliquer la recommandation de mettre Romain sous amoxicilline. Très honnêtement, je pense que si ça arrive à un de mes enfants, je vais juste bien nettoyer, surveiller et je ne le mettrai pas sous antibiotiques. Maintenant, la recommandation de 2011, qui est celle en vigueur, elle dit ça. Donc, si vous voulez respecter scrupuleusement la reco, il faut le mettre sous antibio. La dose de l'amoxicilline pour les enfants, c'est 50 mg kg jour. Il y a quelqu'un qui avait mis 30, deux personnes, c'est pas 30, c'est 50. Du coup, les 69% qui avaient mis on fait le geste technique sans prescription d'antibiotiques en post-opératoire, franchement, on ne peut pas considérer que vous ayez faux. C'était un petit morceau d'os alvéolaire et tout. Après, ce qui est embêtant chez les enfants, c'est que nos radios ne sont pas toujours de super bonne qualité et qu'on peut passer à côté d'un trait de fracture qui peut remonter plus haut et qu'on n'aurait pas vu. Donc là, clairement, Romain, il a 5 ans, il a mal. Bon, ça dépend aussi de la façon dont il va se comporter. Donc, vous allez réussir à faire le geste sous local. Si vous êtes certain qu'il n'y a pas de fracture alvéolaire qui remonte un peu plus haut, et que c'était juste un petit fragment d'os que vous arrivez à retirer, vous pouvez vous contenter de lui prescrire des antiseptiques locaux avec des soins de bouche pendant une semaine. Si vous avez un doute, que vous avez du mal à bien nettoyer, à aller voir, surtout à décoller, pour voir si la fracture, elle remonte pas plus haut et que sur la radio, vous voyez pas grand-chose, ben, il vaut mieux se plier et respecter bien la reco scrupuleusement et lui mettre une semaine d'antibiotiques. On va parler un petit peu de la prévention de l'endocardite infectieuse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas en parler très longtemps parce que les recos, elles vont changer. Néanmoins, je vous ai déjà mis un petit truc à jour. En fait, il faut retenir que les patients qui sont à risque d'endocardite infectieuse, jusque-là, il y avait 3 grandes catégories que vous devez tous connaître. Les patients qui ont déjà fait une endocardite infectieuse, les patients qui sont porteurs d'une prothèse valvulaire et les patients qui sont porteurs d'une cardiopathie congénitale cyanogène non opérée ou alors qui a été opérée mais avec un shunt résiduel. Dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie, qui datent de août 2023 et qui ont été endossées par la Société française de cardiologie, donc ça veut dire que c'est celles qui sont actuellement en vigueur en France aussi, ils ont rajouté une 4e catégorie de patients comme étant à haut risque d'endocardite infectieuse, c'est les patients qui sont porteurs d'une assistance ventriculaire. Donc ça, normalement, vous devez aussi le savoir. Alors, c'est très rare. N'empêche que si vous avez un patient qui vous dit qu'il a une assistance ventriculaire, eh ben, sachez qu'il est dans la catégorie haut risque d'endocardite. Pour l'ensemble de ces patients, ce qui ne change pas, c'est que avant certains gestes dits invasifs, donc c'est surtout ceux qui occasionnent une bactériémie, on a toujours une indication d'antibioprophylaxie, donc 1 heure avant. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours réfléchir à la notion de bactériémie. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous remettre en tête la liste des actes qui sont contre-indiqués, puisqu'il y a une liste qui existe, je vais vous l'afficher sur la diapo suivante, demandez-vous toujours si votre geste il va générer un passage de bactéries de la cavité orale dans le sang. En fait, c'est assez simple. Tant que vous ne faites pas de brèche de la muqueuse et que vous n'allez pas faire une manipulation du sulcus, il y a assez peu de risques de créer une bactériémie avec votre acte opératoire. Alors, actuellement, il y a 11 actes qui sont contre-indiqués chez les patients à haut risque d'endocardite. C'est les anesthésies intraligamentaires. Ça paraît évident comme ça, hein, c'est plein de bactéries, la poche le sulcus, et particulièrement c'est une poche parodontale. Donc, si vous allez injecter sous pression votre anesthésique local, ça va évidemment disséminer des bactéries dans la circulation sanguine. Le traitement endodontique des dents à pulpe non vivantes, y compris la reprise de traitement canalaire. Le traitement endodontique des dents à pulpe vivante en plusieurs séances ou sans digue, ça aussi c'est contre-indiqué. L'amputation radiculaire, la transplantation, la réimplantation, la chirurgie périapicale, les chirurgies parodontales, les chirurgies implantaires et les chirurgies des périimplantites, la mise en place de matériaux de comblement et la chirurgie préorthodontique des dents incluses ou enclavées. Dans les recommandations de 2011, tous ces actes sont strictement contre-indiqués. Donc je vous invite à guetter la publication des prochaines recommandations HAS, puis il y a quand même des chances pour que les choses évoluent. Alors, vous allez me dire pourquoi ça évoluerait. Eh ben, il y a un position paper qui avait été publié, si je ne me trompe pas, en 2017
par une de nos consoeurs, hein, Sarah Millot, qui est aussi MCUPH en odonto. Vous reconnaissez le nom de Philippe Lesclou, etc. Ce pas des noms qui vous sont étrangers, je pense. Et en fait, ils ont, à travers un groupe de travail où il y avait bien sûr des chirurgiens dentistes, mais aussi des infectiologues, etc. Ils ont réfléchi en fait à ce qui pouvait être contre-indiqué ou pas. Et en fait, il y a pas mal d'actes qui sont actuellement contre-indiqués en France qui, dans d'autres pays, ne le sont pas ou ne le sont plus. Donc, ils avaient notamment publié ce point de vue d'experts sur la prise en charge bucco-dentaire des patients atteints de pathologies valvulaires. Ce position paper, il recommande un suivi dentaire tous les 4 à 6 mois. Ça, je pense que, quoi qu'il arrive, c'est une très bonne chose chez les patients qui sont à haut risque d'endocardite. Bien évidemment, il préconise la suppression de tous les foyers infectieux et l'extraction de toutes les dents non conservables ou mobiles. Ça paraît évident. Préconise la réalisation, bien sûr, de bains de bouche antiseptiques à la chlorhexidine 0,2%. Ça marche aussi avec de la povidone iodée, si c'est ce que vous avez l'habitude d'utiliser, hein, la bétadine muqueuse, avant tout soin dentaire, pour diminuer en fait la charge bactérienne dans la cavité orale avant de faire vos gestes, et particulièrement les gestes invasifs. Il proposait d'autoriser tous les traitements ou retraitements endodontiques si la lumière canalaire était accessible. Donc ça, on verra si c'est ce qui est préconisé dans les prochaines recommandations. Et il proposait également d'autoriser la pose d'implants chez les patients au risque d'endocardite, mais tout en continuant à exclure les patients qui avaient déjà fait une endocardite infectieuse. Donc attention, ce position paper, je vous en parle pour que vous sachiez qu'il existe et que ça fait déjà un petit moment qu'on parle de réviser ces recommandations, mais il ne fait pas foi, il ne fait pas office de recommandation. Donc, vous ne pouvez pas, enfin, si vous décidez de poser des implants à un patient qui est à haut risque d'endocardite infectieuse, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce position paper qui n'est pas une recommandation en vigueur, qui est juste un avis d'expert. Alors, on va du coup parler d'un patient à risque d'endocardite infectieuse, à haut risque d'endocardite infectieuse. Donc, je lance le cas clinique et je vais essayer de vous afficher. Voilà. Donc, Monsieur M, il a 69 ans. Il est porteur d'une prothèse valvulaire aortique depuis de nombreuses années et son cardiologue vous l'envoie avec un panoramique dentaire qu'il lui a prescrit parce que le patient n'a pas vu de dentiste depuis au moins 3 ans. C'est au décours du contrôle cardio que le cardio lui a posé la question et le patient a dit ah non, je n'ai pas vu de dentiste depuis longtemps, le mien est parti en retraite. Donc le cardio lui prescrit l'OPT et il arrive chez vous, vous ne le connaissiez pas avant. Après examen clinique et alors je vais peut-être essayer de vous afficher juste un petit coup voilà, la panneau en plein écran. Comme ça, je vous laisse regarder un peu ce qui est essentiel sur cette panneau. Et maintenant, je vous affiche les questions. Alors, vous prévoyez, au vu de la radio, uniquement la avulsion de 25 qui est porteuse d'une lésion apicale. Vous prévoyez là où les avulsions sous antibiothérapie débutées 24 heures avant le geste et poursuivies pendant 7 jours. Vous prévoyez là où les avulsions nécessaires sous antibioprophylaxie. Ou vous prévoyez là où les avulsions sans aucune prescription antibiotique. Alors, je vous laisse voter. Il n'y a que 14 votes pour l'instant. Ah, ça monte. 22, 23. Allez, encore un petit peu. Vous êtes 35 à avoir voté. Bon. Ah, si ça monte. Allez, n'ayez pas peur, votez. C'est juste pour voir si... C'est juste pour vous auto-évaluer. Bon, je vous donne la réponse. Alors, en fait, il y a à peu près 50% là des, je ne vais pas dire des participants parce que vous êtes que 37 à avoir voté, mais en tout cas à peu près 50% qui ajustent, c'est-à-dire qui prévoient là où les avulsions nécessaires sous antibioprophylaxie. En fait, ceux qui ont débuté 24 heures avant le geste et poursuivi pendant 7 jours, ils ont faux.
Ils ont faux parce qu'ils n'ont pas respecté la recommandation de l'antibioprophylaxie. Ce que je vous ai expliqué quelques diapos auparavant, c'est que là, ce qu'on cherche à couvrir, c'est pas tout le temps de cicatrisation. On cherche juste à couvrir la bactériémie, c'est-à-dire le moment où on va faire notre geste invasif, donc en l'occurrence des extractions dentaires, et on cherche à couvrir la bactériémie générée par le geste. Donc dans ces cas-là, c'est bien une antibioprophylaxie en dose unique, et c'est 2 grammes d'amoxicilline. Je crois qu'il faut que j'arrête parce que je me demande si ce n'est pas la question suivante. Je vais me taire, je ne sais plus ce que je vous ai mis dans la diapo d'après. Ah bah si, donc j'ai quand même failli vous donner la réponse. Alors, je vous l'ai quand même un petit peu donné, donc on va voir si vous arrivez à avoir bon. Donc, concernant la prescription antibiotique, vous prescrivez une antibioprophylaxie à raison de 2 grammes d'amoxicilline en une prise 1 heure avant, 3 grammes d'amoxicilline en une prise 1 heure avant. L'antibioprophylaxie sera nécessaire avant chaque séance de soins auprès de vous pour ce patient. Et une fois l'ordonnance entre les mains, le patient se souvient être allergique aux pénicillines. Vous lui prescrivez alors 2 comprimés de l'association spiramycine-métronidazole à prendre 1 heure avant le geste. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Allez, 23 votants, 24, j'attends encore un peu et après je vous donne la réponse. Allez, je clôt le vote. Et en fait, il n'y avait qu'une seule bonne réponse. J'ai essayé de vous induire en erreur. En fait, vous prescrivez une antibioprophylaxie à raison de 2 grammes d'amoxicilline en une prise. C'est toujours pareil chez nous. L'antibioprophylaxie, c'est toujours 2 grammes d'amoxicilline 1 heure avant le geste. Donc, vous êtes quand même 86% à avoir bien répondu. Alors, certains avaient répondu. Ah non, personne n'a répondu 3 grammes. 3 grammes, c'était la recommandation avant 2011. Donc, si ça a traversé l'esprit de certains, c'est juste une réminiscence. C'est parce qu'effectivement, avant 2011, c'était 3 grammes, mais en fait, on s'est rendu compte qu'avec 2 grammes, c'était tout aussi efficace. Donc c'est seulement 2 grammes l'antibioprophylaxie. Alors, pourquoi c'est faux? L'antibioprophylaxie sera nécessaire avant chaque séance de soins pour ce patient. C'est faux parce que c'est valable uniquement pour les gestes invasifs, c'est-à-dire qui provoquent une bactériémie. Quand vous faites une prise d'empreinte, quand vous faites des radios, quand vous faites un soin de carie superficiel, sans effraction pulpaire, etc., vous n'avez pas besoin de mettre en place une antibioprophylaxie. Et alors, si votre patient, il se rappelle au moment où il a l'ordonnance, il se dit: «Ah mince, en fait, ça me dit quelque chose, le Clamoxyl, là, je suis allergique», la recommandation, c'est pas 2 comprimés d'association spiramycine-métronidazole en cas d'allergie à la pénicilline. La recommandation actuelle de 2011 et qui est toujours en vigueur, c'est 600 milligrammes de clindamycine. La clindamycine, c'est le nom en DCI. Je ne sais pas si dalacine, ça vous parlera plus, mais en tout cas, c'est la clindamycine qui est recommandée 600 milligrammes 1 heure avant le geste en cas d'allergie à la pénicilline. Alors, je vous ai mis sur la diapo un petit résumé des modalités de l'antibioprophylaxie en odontologie. Donc, c'est une dose unique 30 à 60 minutes avant le geste bactériémique. C'est toujours 2 grammes d'amoxicilline ou 50 mg par kilo chez l'enfant. C'est toujours en une prise, on est d'accord. Et en cas d'allergie à la pénicilline, c'est 600 mg de clindamycine. La clindamycine, c'est 20 mg par kilo chez l'enfant de plus de 6 ans, en cas d'allergie au bêta-lactamine. Je vous répète, l'antibioprophylaxie, c'est toujours en dehors de tout phénomène infectieux aigu. Si vous avez une infection aiguë, dans ce cas, c'est plus une antibioprophylaxie qu'on met en place, c'est une antibiothérapie. Mais en tout cas, la modalité de l'antibioprophylaxie, elle s'applique scrupuleusement pour ces patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Alors, un dernier petit cas clinique, enfin je crois que c'est le dernier. Alors, je vais vous mettre la question en entier. Donc, vous avez Madame V, qui est une de vos patientes, qui a 58 ans et qui a une polyarthrite rhumatoïde pour laquelle elle est traitée par golimumab.
Le nom commercial, c'est le Symphony. À la dose de 50 milligrammes, elle a une injection par mois et en plus, elle a du méthotrexate, une injection tous les 15 jours. Elle est en vacances en Bretagne pour 3 semaines et elle vient en urgence chez vous parce qu'elle présente des douleurs sur 47 qui ont commencé pendant ses vacances. Elle est suivie sinon régulièrement et elle n'a pas d'autres antécédents. À l'examen clinique, vous observez une petite voussure en vestibulaire et un érythème au niveau de la gencive en regard de cette dent. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous extrayez la dent immédiatement et sans précaution particulière. Vous prescrivez. Alors, il me semblait que j'avais. Alors, je suis désolée, normalement, il y a une photo de la radio, mais elle a sauté. Euh, Bon, du coup, je vous dis, la dent est bonne à extraire. Vous extrayez la dent immédiatement sans précaution particulière. Vous prescrivez à la patiente une antibioprophylaxie à prendre 1 heure avant l'avulsion et puis vous lui donnez rendez-vous la semaine suivante. Vous prescrivez une antibiothérapie pendant 7 jours et vous lui dites de revoir son dentiste quand elle rentre de vacances. Ou vous prescrivez une antibiothérapie pour 7 jours et vous lui redonnez rendez-vous la semaine suivante pour faire l'extraction. Nous, on n'a pas trop de touristes à Nancy, vous voyez. C'est moins, ça doit être moins fréquent que chez vous. Allez, vous êtes que 20 à avoir voté. J'attends. Trente, encore un petit peu. Allez, on clôt le vote. Vous prescrivez une antibiothérapie pour 7 jours et vous lui redonnez rendez-vous la semaine suivante pour faire l'avulsion. Vous êtes 57% à avoir répondu ça. C'est juste. Après, si certains m'avaient dit on fait l'extraction tout de suite et on la met sous antibiotique pour 1 semaine, c'est juste aussi. Ceci dit, cette patiente, elle est quand même sous immunosuppresseur. Elle a une infection qui est avérée. En plus, vous la voyez en urgence. Si vous n'avez pas le temps de faire l'extraction, c'est pas une faute que de traiter son infection et de la revoir quelques jours après pour faire l'extraction, histoire d'avoir un peu refroidi. Et puis d'être un peu à distance de sa dernière injection aussi de Symphony. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi rendre service pour la cicatrisation. Alors, bien sûr, on n'extrait pas la dent sans précaution particulière, hein. Cette patiente, elle est du coup rentrée dans la catégorie des patients à risque infectieux majoré. Donc, on ne peut pas lui faire l'extraction sans précaution particulière. L'antibioprophylaxie à prendre 1 heure avant en lui redonnant rendez-vous la semaine suivante, c'est un peu embêtant parce que cette patiente, elle est quand même infectée en fait. Il y a une voussure, il y a un abcès, on l'a dit dans l'intitulé. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de lui donner 2 grammes d'amoxicilline à prendre 1 heure avant l'extraction que vous avez programmée la semaine suivante. Il faut impérativement traiter l'infection qui est en cours. Vous prescrivez une antibiothérapie pour 7 jours et vous lui dites de voir son dentiste en rentrant de vacances, ben, ça marche que si c'était son dernier jour de vacances, quoi. Sinon, il faut quand même pas lui laisser ça. La patiente, elle est à risque infectieux majoré. Il ne faut pas la laisser traîner pendant encore 15 jours ou 3 semaines de vacances avec sa dent fracturée. Alors, concernant l'antibiothérapie, est-ce que vous prescrivez à la patiente 1 gramme d'amoxicilline à prendre matin et soir pendant 7 jours? Est-ce que vous lui prescrivez 300 milligrammes de clindamycine à prendre matin, midi, soir pendant 7 jours? Est-ce que vous lui prescrivez 1 gramme d'amoxicilline avec 125 milligrammes d'acide clavulanique, donc de l'augmentin, à prendre matin, midi, soir, non, matin et soir pendant 7 jours? Ou vous lui prescrivez 2 comprimés d'association spiramycine métronidazole à prendre 3 fois par jour pendant 7 jours?
Ça y est, on a atteint notre nombre de votants habituel. Alors, on a 29. J'allais dire ça a sauté. On a 29% de bonnes réponses. Pourquoi 1 gramme d'amoxicilline matin et soir pendant 7 jours? C'est faux. Le problème, en fait, il y avait un petit piège, c'est l'association avec le méthotrexate. L'amoxicilline va potentialiser les effets du méthotrexate et va augmenter la toxicité hématologique de ce médicament. Donc, les patients qui sont traités au long cours par méthotrexate, il ne faut pas leur prescrire de. C'est une association déconseillée, dirons-nous. Je ne pense pas que vous allez le tuer avec une semaine d'amox, mais en tout cas, c'est une association qui est déconseillée. Donc voilà, il y avait un petit piège juste pour que je puisse vous donner cette info. Et ceux qui ont effectivement répondu 300 mg de clindamycine matin, midi, soir pendant 7 jours, donc ça fait 900 mg jour de clindamycine, c'était la bonne réponse. S'il y avait eu dans les propositions 1200 mg jour de clindamycine, donc avec 600 mg matin, 600 mg soir, c'était juste aussi. Après, ça va être à adapter en fonction de la corpulence de votre patient. Ceux qui m'ont prescrit de l'augmentin, il n'y en a pas, donc c'est très bien. Et là, j'ai de nouveau 2 petits provocateurs qui m'ont mis spiramycine, métronidazole. On a dit pas d'association en première intention. Alors, si c'est parce que vous connaissiez l'association des conseillers amoxicilline, méthotrexate, je vous félicite. Mais du coup, l'antibiotique recommandé en deuxième intention quand l'amoxicilline n'est pas possible, quelle que soit la raison, hein, soit parce qu'il y a une allergie, soit parce que c'est déconseillé avec un des traitements du patient, et ben, c'est toujours la clindamycine qui est recommandée en deuxième intention et toujours pas l'association spiramycine, métronidazole. Donc, ce qu'il faut retenir en antibiothérapie dans notre sphère en odonto, c'est que finalement, la prescription d'antibiotiques en médecine bucco-dentaire, elle est réservée à des situations assez peu fréquentes en fait. Et il faut toujours distinguer les situations réellement infectieuses qui vont nécessiter une telle prescription des situations qui sont en fait inflammatoires qui, elles, en aucun cas ne justifient une prescription antibiotique. Il faut garder à l'esprit qu'une infection, surtout si elle est chronique, enfin, surtout, non, quelle qu'elle soit, mais en fait, j'ai toujours en tête ces patients qui viennent avec, vous savez, une petite fistule, qui ont une infection apicale chronique au bout d'une dent depuis des années et des années. Ils disent, ah bah, c'est la 4e fois cette année que je prends des antibiotiques parce que j'ai toujours ma fistule. Ça me rend folle, en fait. Donc, bien évidemment, dans ces infections chroniques qui se drainent, ça ne justifie absolument pas d'une prescription antibiotique, mais par contre, il faut impérativement reprendre le traitement endodontique pour supprimer ce foyer infectieux chronique. Et puis si c'est une infection aiguë, eh ben, bien évidemment, il faut mettre en place un geste technique, mais ça ne dispense pas, dans certains cas, et particulièrement quand on a une infection importante ou chez un patient qui est à risque infectieux majoré, de mettre en place une antibiothérapie pour venir à bout de cette infection. L'autre chose qui doit évidemment toujours vous venir en tête, c'est que l'antibiothérapie ne peut pallier un manque d'hygiène orale. Moi, je pense que j'ai déjà entendu quand j'étais étudiante, même certains de mes, de mes enseignants dire oh là là, mais lui, sa bouche, c'est horrible, t'as fait des extractions multiples, mets-lui une semaine d'antibiotiques. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'antibiothérapie, elle ne se substitue pas aux règles de base de soins bucco-dentaires. Donc, c'est à nous de motiver nos patients, de leur expliquer que s'ils ne se lavent pas bien les dents, ben, à un moment, ça risque de se carier et de s'infecter, etc. Et puis, bien évidemment, il faut toujours faire notre maximum pour prévenir les infections associées aux soins. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que la mise en place d'un champ opératoire, enfin d'une digue, c'est indispensable quand vous faites un traitement endodontique, que bien faire un bain de bouche antiseptique avant de poser des implants ou de faire des extractions de dents de sagesse, c'est indispensable. Enfin, bon, voilà, ça, c'est des règles de base de la prévention des infections associées aux soins et qui permettent de limiter la survenue d'infections par la suite. Je vous ai remis ici, c'est une bête capture d'écran d'un des tableaux principaux des recommandations de l'ANSM, qui vous rappelle en fait, bon, cas général, c'est la population générale, hein, les traitements de première intention, l'amoxicilline, l'azithromycine, la claritro, la spiramycine seule, la clindamycine. Et puis, dans la colonne de droite, vous avez les traitements de deuxième intention. Donc, vous avez ces associations, amoxicilline, métronidazole, amoxicilline, acide clavulanique, etc. Il y a tout un tas d'associations possibles. Et puis, les quelques cas
qui justifie en première intention autre chose que de l'amoxicilline, donc les maladies parodontales nécrosantes ou les parodontites agressives localisées, sachant que je ne crois pas dire de bêtises si je vous dis qu'en 2021 sont sorties les recommandations de l'Association européenne de parodontologie, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et qui ont parfaitement aussi clarifié en paro les situations qui peuvent justifier d'une antibiothérapie ou pas. Donc, je vous invite à consulter aussi ces recommandations, qui sont d'ailleurs traduites en français, hein. Elles étaient publiées en anglais, mais elles ont été traduites en français, donc vous pouvez les trouver facilement. Et puis, un tout petit mot sur la sinusite maxillaire aiguë d'origine dentaire. On en a tous vu déjà au cours de nos carrières respectives, hein, ces sinusites sur des dents infectées de façon chronique en général, hein. C'est rarement sur une infection aiguë qu'on a une sinusite maxillaire. La sinusite maxillaire, elle, est aiguë, mais la dent, elle, est infectée chronique depuis un moment. Et il y a un passage de bactéries donc de la zone apicale vers le sinus maxillaire. En première intention, c'est une des seules situations où c'est la prescription d'amoxicilline acétylulanique qui est recommandée en première intention, 2 à 3 grammes d'équivalent amoxicilline par jour. Et chez les patients qui sont alors, soit allergiques à la pénicilline, soit chez qui le traitement de première intention n'a pas fonctionné. Donc, c'est le petit coup de fil dont je vous parlais tout à l'heure. À 48 heures, vous rappelez votre patient et vous dit: ah non, c'est toujours horrible, j'ai toujours envie de me taper la tête contre les murs. Et bien, dans ce cas, l'antibiotique qui est recommandé, c'est la pristinamycine, que vous connaissez tous sous le nom de Pliostacine, 2 grammes par jour en 2 prises. Et ça, c'est voilà, c'est la dernière indication en odontologie de la pristinamycine. C'est ces sinusites maxillaires aiguës, soit résistantes au traitement de première intention, soit chez les patients qui sont allergiques à la pénicilline. Donc pour notre avenir, je pense que vous l'avez tous compris, hein, les antibiotiques ils doivent être utilisés de manière absolument responsable. On doit vraiment se poser la question à chaque fois qu'on veut prescrire des antibiotiques, est-ce que vraiment c'est utile? L'objectif, c'est de prévenir l'émergence et la propagation de résistances bactériennes et d'éviter l'utilisation incessante dans notre sphère d'antibiotiques à large spectre. Je vous rappelle que l'amoxicilline est un antibiotique à large spectre et que si vous lui ajoutez une association comme le métronidazole ou de l'acide clavulanique, et ben, vous augmentez encore le spectre. Et donc, il faut absolument vraiment limiter la prescription de ces antibiotiques aux situations où elles sont strictement nécessaires. Ensuite, il faut qu'on optimise nos prescriptions pour limiter les effets secondaires courants. Donc ça, c'est les petits conseils à donner aux patients, hein. S'il y a une patiente qui vous dit: «Oh là là, vous me mettez des antibiotiques, mais moi, à chaque fois, je fais une mycose», ben, n'attendez pas qu'elle fasse sa mycose. Vous pouvez lui prescrire l'ovule qui va avec pour éviter qu'elle fasse une mycose vaginale et qu'elle arrête son traitement au bout de 3 jours parce que elle fait une mycose. Et je vous ai mis une petite phrase de l'ESCMID qui dit que tout prescripteur indépendant doit reconnaître qu'il est de son devoir de coopérer avec des experts plus expérimentés que lui, tels qu'une équipe de gestion des antimicrobiens lorsqu'un tel savoir-faire est nécessaire. Et donc là, le docteur Balderou vous a parlé tout à l'heure du CRATB. N'hésitez pas, hein, à téléphoner si vous avez besoin de consignes, de conseils, pardon, si vous avez des infections même locales dont vous ne venez pas à bout malgré une reprise de traitement, malgré une prescription d'antibiotiques qui paraît avoir strictement respecté les recommandations et que le patient a bien suivi, eh ben, n'hésitez pas à téléphoner pour avoir un conseil. Je vous remercie de votre attention et puis je vous rappelle qu'on a besoin de vous et que vous pouvez être vous aussi un gardien antibiotique. Je vous invite à vous connecter sur ce site Antibiotic Guardian qui existe en français, en anglais et dans d'autres langues aussi, qui vous pose quelques questions de base. Ça vous permettra aussi d'éprouver vos connaissances éventuellement après cette soirée de formation et puis d'avoir votre petit diplôme de gardien antibiotique si vous avez bien répondu. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, docteur Guillet. Très belle présentation et un quiz très intéressant, comme la dernière fois. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser à l'écrit dans le chat. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait le chat ou bien voilà, lever la main éventuellement pour qu'on puisse vous donner la parole. C'est tout à fait possible, soit au docteur Guillet, soit au docteur Balderou, en tant que membre du CRATB. Moi, j'avais des petites questions, Julie. Alors déjà,
c'est très intéressant ce que vous avez pu mettre en place avec l'assurance maladie. La phase test, là, c'est super. C'est vrai que c'est génial que c'est été bien accueilli aussi par les dentistes, ce qui est, nous, sur le plan médical, n'est pas toujours quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre. Donc je sais pas, ce qui change aussi sociologiquement. On a un peu des idées de ce qui a pu, faire que ça soit très bien, accepté en fait et que ça soit pas perçu comme, une contrainte ou comme quelque chose de négatif, quoi. Ben, en fait, ça les engageait à rien et ça les obligeait à rien. Contrairement à la ROSP finalement chez vous, enfin chez les médecins généralistes, qui est une espèce de récompense si vous Mmh. prescrivez bien, enfin si vous rentrez dans les clous de la Sécu. Ouais, Et puis finalement, enfin moi j'avais regardé un peu comment étaient faits ces profils entre guillemets pour les médecins généralistes et bon, j'espère qu'il y a personne de l'assurance maladie, mais j'avais trouvé que c'était nul. Je- En fait, je m'étais dit, mais en fait, c'est pas bien parce que ça situe le praticien par rapport aux autres praticiens de sa région, mais enfin, ça veut rien dire. mmh, Si tous les praticiens sont mauvais, ben ok, on est peut-être au même niveau que les mauvais, mais enfin, ça fait pas de nous des meilleurs prescripteurs. Donc, j'avais vraiment voulu qu'on travaille autrement pour essayer de vraiment d'avoir ces petits objectifs à atteindre qui sont finalement faciles et qui sont personnel quoi, en fait, pas, et puis qui paraissaient pas farfelus, je pense. Leur dire, ben voilà, l'antibiotique recommandé, c'est l'amoxicilline. Vous le savez très bien. Vous avez peut-être l'augmentin un peu facile. Dites-vous que pour une prescription d'augmentin, ben, vous devez avoir 10 prescriptions d'amox. Ça paraît pas inatteignable. Et puis, je pense que dans leur tête, c'était quelque chose d'assez justifié. Comme moins de 5% de molécules peu recommandées ou moins de 1% de molécules non recommandées. Finalement, le fait d'avoir ciblé seulement 3 indicateurs. Euh, C'était des petites actions. Et puis oui, je pense que peut-être aussi finalement le fait que les dentistes, on s'intéresse à eux, entre guillemets, ils ont trouvé ça chouette et ils étaient contents de voir comment ils prescrivaient, ce qu'ils pouvaient mieux faire et sans avoir ni un bâton derrière, ni une carotte devant. Et ben finalement, ça a été bien accueilli. Donc, non, donc c'est super. voilà, c'était chouette. Mmh, J'étais contente. mmh, ouais, bravo, vraiment hyper intéressant. Et juste peut-être pour le 1er cas clinique avec la cellulite, ce que j'aurais pu Ouais, préciser sur le plan infectieux, c'est que finalement, dans la cellulite, ça va beaucoup être, d'abord, des streptocoques qui vont donner l'infection potissumous. C'est pour ça que c'est peut-être plutôt l'amoxicilline qui est en première oui. intention, sous réserve de ne pas avoir, de signes de gravité, comme tu l'avais, bien précisé. Mais voilà, c'était peut-être sur le plan infectieux ce que je pouvais éventuellement, Oui, préciser, ajouter. c'est une bonne idée. Merci. Voilà, et après j'avais une petite question sur la pose, d'implants. C'est Ouais, vrai que nous, on s'était pas mal appuyé sur, ces avis d'experts, parce qu'on a, bah, un certain nombre de patients qui ont fait des endocardites et qui pouvaient pas avoir d'implant pour lequel ouais. leur dentiste ne voulait pas le poser, et donc ça m'était arrivé de passer un petit coup de fil, au dentiste, d'expliquer toute la procédure dans l'avis d'expert, et c'est Ouais. vrai que nous, on a plutôt tendance à aller vers la pose d'implants chez nos patients, qui ont eu des antécédents, d'endocardite. Moi, je suis restée très, très, très fermée, entre guillemets, pas par peur, mais enfin, pas par peur pour le patient, mais je pense que ça va changer dans la prochaine reco, là, qui arrive dans un mois. Mais en attendant, moi, j'ai plutôt conseillé de respecter scrupuleusement la reco qui disait de pas voilà de pas prescrire, de pas poser d'implant. Et en plus je me disais si on le fait alors ok, on fait une antibioprophylaxie, ça paraît évident. J'avais quand même un souci avec l'antibioprophylaxie chez les patients qui sont allergiques à la pénicilline. Alors je sais pas si c'est une mode dans le Grand Est, mais on en a plein qui n'ont d'ailleurs pas tous des tests allergos voilà hein, qui sont faits. Mais en tout cas, on en a beaucoup. Et clairement, les publis montrent que la clindamycine, enfin la dalacine, oui, mais si, la clinda, c'est quand même pas ouf en termes d'efficacité sur la bactériémie péropératoire. Et du coup, je suis restée frileuse, même si c'était l'antibiotique recommandé hein, quand on fait des extractions dentaires et tout. Mais je me suis dit, ben, pour du fonctionnel, je prends pas le risque. Voilà. Mmh.
Mais bon, c'est vrai qu'on est on est un des rares pays à pas le faire. Je pense que ça va changer dans les prochaines recos. Disons que la Clinda va pas couvrir les entérocoques, mais elle sera quand même sur un strepto. Normalement, oui. Mm. Mais d'accord. Non, mais Voilà. Après, bon, clairement, et voilà, il y a quand même énormément de pays. Enfin, même, je crois qu'on est le seul, hein. Je crois qu'on est encore le seul pays d'Europe à avoir autant d'actes contre-indiqués et à avoir des implants contre-indiqués. Donc, Mm. j'ai Oui, hâte que c'est ça vrai que ça change. a évolué, ouais. Ouais, j'ai hâte que ça change, notamment pour les patients, parce que clairement, Mm. je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça rendrait service. Ouais. Et est-ce que tu avais continué à préconiser la contre-indication chez les patients avec des antécédents d'endocardite? Non, non, l'idée, c'était vraiment le patient qui a eu un antécédent d'endocardite, qu'on puisse aller lui poser un implant, quoi, si nécessaire. Ok. Et il n'y a pas eu d'endocardite? Non. Oh, génial. Et sur combien? Franchement, ça vaudrait le coup de le Non, alors préciser. très peu parce que finalement, j'ai dû le faire pour voilà, de rappeler le dentiste, de dire Ouais, que c'était possible, de donner les consignes avec les bains antiseptiques, et ça s'est bien passé. Mais finalement, la plupart des patients nous rappellent pas en fait 2 ans après en disant bah là cette fois-ci mon chirurgien veut pas le faire. Là, c'était à chaque fois des implants qui devaient se mettre en place très vite en fait. d'accord, ok. Donc Bon. ça avait été possible, mais je l'ai pas fait à chaque fois. Mais en tout cas, ouais, j'ai plutôt vraiment œuvré pour que ça soit possible parce que ça avait l'air d'être en plus très contraignant qu'il n'y ait pas d'implant. Ah oui, Donc, pour ces patients-là, ben oui, oui, il y a des patients vraiment pour qui c'est extrêmement contraignant. Enfin, c'est ça. moi, le pire exemple, c'est les patients là déjà d'un certain âge qui sont édentés complets et qui ont une prothèse du bas qui ne tient pas du tout. Et c'est vrai qu'avec 2 implants, on arrive bien à stabiliser leur prothèse. Donc, ils retrouvent une vie sociale, ils mangent, etc. Donc, effectivement, c'est hyper important pour eux. Et ben, paf, s'ils ont fait une endocardite ou si, même s'ils sont juste porteurs d'une prothèse valvulaire, normalement, c'est. En tout cas, dans la reco de 2 millions, c'était contre-indiqué. Donc, voilà, ça va. Moi, J'espère je que l'ai ça va plutôt fait pour changer. ceux qui avaient fait une endocardite. Ouais. Ok, ok. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions des participants. Chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour le moment, je n'en ai pas. J'ai mis le site, en tout cas, d'Antibiotiques Bretagne pour effectivement que vous ayez les contacts. Si vous avez des questions sur le plan des anti-infectieux, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra avec plaisir. Voilà, Donc, il y a une super J'ai question une pour toi, question. Marion. la clindamycine a été éliminée comme antibiotique de deuxième choix aux USA en raison du risque de colite pneumomembraneuse. Oui, c'est vrai que c'est un antibiotique qui va être un peu plus à risque de colite à Clostridium. Maintenant, en tout cas en prophylaxie sur une dose, voilà, le risque il va évidemment être moindre. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va prendre beaucoup de risques. Maintenant, c'est vrai que si vous avez un patient bah, justement qui vous dit ah, bah, j'ai fait 2 colites à Clostri il y a un an, et ben oui, c'est bien qu'on se repose la question de lui mettre peut-être autre chose encore que de la clindamycine. Ouais. Est-ce qu'on relaie plutôt mais bon, il va être nécessairement plus à risque sur n'importe quel antibiotique de redévelopper une colite pseudomembraneuse. Mais on va voir s'il y a d'autres facteurs de risque, est-ce qu'il est sous IPP. On va essayer d'optimiser pour quand même lui permettre d'avoir sa prophylaxie. Et surtout, éventuellement, si c'est pour une allergie à la MOX, on va le tester, on va lui réintroduire de la MOX qui est un peu moins pourvoyeuse que la Clinda. Mais malgré tout, l'antibiothérapie chez quelqu'un qui a fait une colite à Clostridium, elle est beaucoup plus à risque que chez quelqu'un qui n'en a jamais fait. Ouais. Je pense que ça, c'est typiquement quand vous avez ce genre de patient, c'est voilà, un petit coup de fil au CRATB. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, On sera a le et le bienvenu. TRTV et la ligne d'avis de maladies infectieuses qui est joignable en fait. Tous les jours, il y a un infectiologue qui répond de 9h à 18h30 samedi matin aussi pour discuter avec tous nos libéraux ou les autres praticiens des centres hospitaliers sur des questions infectieuses qui leur posent problème et notamment pour des questions d'allergie et de choix de molécules. Ouais. Ouais, tout à fait. Après, pour compléter ce que disait Marion, il y a eu beaucoup moins de colites pseudomembraneuses en France qu'aux États-Unis parce qu'on prescrivait quand même nettement moins la clindamycine chez nous que chez eux. Mm. Maintenant, on verra si c'est ce qui a été
conservé en antibiotiques de deuxième choix chez les patients allergiques à la pénicilline ou pas, dans les recos qui sortent là, bientôt, là, j'attends, je trépigne d'impatience. Mais effectivement, il faut bien guetter parce que ça fait partie, à mon avis, des choses qui pourraient être révisées. Et les nouvelles recos, elles sont ensuite diffusées sur les sites régionaux. Alors, tu peux compter sur moi. En fait, les nouvelles recos là, qui vont sortir donc, j'espère mi-mars ou fin mars, donc qui ciblent que les patients à haut risque d'endocardite, hein, entendons-nous bien. C'est pas l'antibiothérapie générale, c'est vraiment les patients, la prise en charge bucco-dentaire des patients à risque d'endocardite. Moi, je le ferai diffuser les recos par le réseau des CRATB Mhm. pour que ça soit redescendu. Et je ferai aussi, je crois que Sylvie Boiramé est partie, mais bien évidemment, dès qu'elle sortent, je les ferai diffuser. En fait, maintenant, dans toutes les facultés d'odonto de France, il y a un chargé de mission antibiorésistance. Ça fait pas longtemps, mais il y en a un dans chaque UFR, et donc je diffuserai ça à chaque chargé de mission antibiorésistance pour que bien sûr ça soit diffusé à tous les enseignants, puis à tous les mailings. En fait, dans toutes les facs, il y a des mailings de praticiens pour la formation continue, etc. Donc je vais me débrouiller pour que ça soit aussi diffusé par cette voie au plus grand nombre. Et puis l'ADF aussi diffusera. Super, parfait. Ah, Merci beaucoup. il y a une autre question. Oui. Deux questions. Alors, je vais Oui. commencer par la première qui est plus pour moi. Quelle est la reco en antibio pour des poses d'implants simples? Eh bien, la reco, c'est pas d'antibio. Et je vous jure, ça marche, je le fais hein, depuis des années et des années. Je mets jamais d'antibiotiques sur les poses d'implants simples. Je parle pas des ROG, etc., où là, on met de matériaux étrangers, enfin, matériaux de comblement, membranes, etc. Dans ces cas-là, c'est différent, mais pose d'implants simples, pas d'antibio. Ni bien sûr d'antibioprophylaxie flash, ni d'antibioprophylaxie prolongée. On met pas d'antibiotiques chez des patients pour des implants simples sans antécédent. Et la deuxième question, amoxicilline 1 gramme, prescription à 6 jours pour une boîte de 12, prescription à 7 jours, mais 2 boîtes dont une seule qui sera partiellement utilisée. Quelle recommandation? Bah ouais, c'est mal foutu, je suis d'accord avec vous. Je Ouais. pense que Marion peut répondre. Typiquement, j'ai envie de dire que on Les pourrait jours, mettre ce que sera 6 jours. pareil que c'est. C'est ça. Vas-y, Marion. Non, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment extrêmement problématique. Oui, C'est-à-dire que déjà, on n'a pas la délivrance à l'unité. journalière, ce qui avait été tenté, mais en fait, c'est des reconditionnements qui sont trop contraignants pour les pharmaciens de ville de délivrer au comprimé pour un certain nombre de jours, ce qui est fait dans d'autres pays, où alors il faudrait que le laboratoire reconditionne plutôt en comprimé, voilà, moins de comprimés par boîte. Donc ça, c'est pas fait et ce sera pas, c'est pas d'actualité en France. Et donc effectivement, nous, par exemple, sur la Société française de maladies infectieuses on avait fait toute une revue de la littérature pour essayer de raccourcir les durées de traitement, parce que souvent on avait des fourchettes de 10 à 14 jours ou 7 à 14 jours, et donc en général, ça favorise le fait que les gens prescrivent 14 jours plutôt que 7 par un peu de stress. Mm. Et en fait, en faisant la revue de la littérature, toutes les infections les plus simples ont été raccourcies à 7 jours. Et on a des études maintenant dans les pneumopathies, on peut même faire 3, où on peut raccourcir dans des infections cutanées à 5 jours. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'en fait, à chaque fois, on a une marge de manœuvre parce qu'on a une étude qui va sortir et qui compare 3 jours versus 7, notamment dans les pneumopathies. Donc, on se rend bien compte qu'en fait, on a encore beaucoup de marge pour pouvoir quand même diminuer les durées de traitement, surtout chez les gens qui évoluent vite, très favorablement, notamment pour les pneumopathies ou les infections peau-tissu mou. Donc là, voilà, vos recommandations, elles sont à 7 jours, mais très honnêtement, entre 6 et 7, Ça ne changera pas grand-chose. que ça change rien. Surtout dans ces périodes un peu de tension d'approvisionnement en Ouais. amoxicilline et tout, j'ai envie de vous dire, prescrivez uniquement 6 jours. Mm. Au moins, le patient, voilà, il a sa boîte et puis il aura son traitement au complet. Et ça permettra peut-être à quelqu'un d'autre d'avoir une boîte, alors que voilà, peut-être le patient d'avant aurait pris les 2 dernières de la pharmacie. Donc, je Mm. pense que vous pouvez aussi penser à ça en ce moment. Mm. Complètement. Bon. Il n'y a pas d'autres questions. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai l'impression que non, mais c'est le moment. Allez-y si vous hésitez sur un sujet. Quelque chose vous titille, c'est le moment.
La présentation de Julie sera aussi, pourra être réécoutée, puisqu'elle a été enregistrée. Donc ça pourra aussi être diffusé. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Mm. Donc, Effectivement, on je te laisse le peut, mot de conclusion, Carline, mais un grand, grand merci à Julie. C'était vraiment passionnant. Mais avec plaisir, oui, merci. en fait, c'est même Yannick Bruchier qui va faire le mot de conclusion, qui va dire quelques mots. Et vous déconnectez pas trop vite, parce qu'on a besoin de vous encore quelques minutes. Je laisse la parole à Yannick. Et merci énormément, Julie et Marion. Avec plaisir. Merci Carline. C'est vrai que nous arrivons au terme de cette visioconférence. Je remercie beaucoup le docteur Julie Guillet parce que c'était extrêmement vivant et intéressant. Donc, nous vous transmettrons d'ici quelques jours le diaporama et le replay de cette soirée, comme l'a dit Marion Baldero, ainsi que les liens vers les documents présentés. Ceci à condition, bien sûr, que vous nous répondiez au questionnaire de satisfaction. Donc, merci de votre participation, de vos nombreuses questions, toutes pertinentes. Et avant de vous déconnecter, si vous pouvez compléter justement ce questionnaire en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran ou en cliquant sur le lien disponible dans le chat. Cela prend moins de 3 minutes et vous pourrez y faire remonter vos besoins et vos attentes. Ce soir, c'était la première visioconférence de l'URPS des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne pour l'année 2024. Nous reviendrons vers vous vers d'autres événements. Donc, vous pouvez déjà noter le webinaire sur la prise en charge des patients en situation de handicap avec Handidan et le Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes le jeudi 14 mars de 12h30 à 14h. Le formulaire d'inscription est aussi dans le chat. En mars aussi, nos 3 dernières vidéos sur le cabinet dentaire éco-responsable sortiront. Donc, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Merci Carline.